Je m'appelle Gina Dalton. J'ai passé 48 ans dans une famille patriarcale, où les filles étaient élevées pour servir et les fils pour hériter. Cette malédiction a également suivi ma fille. Il y a 15 ans, mon père a convoqué une réunion de famille et a exigé que je remette le fonds d'études de Lily, d'un montant de $50 000, pour payer les études à Yale du fils surdoué de mon frère. Il va à Yale, a sifflé ma sœur Pamela, son visage à quelques centimètres du mien. Ta fille est moyenne. Elle finira exactement comme toi, une moins que rien. Puis, elle m'a craché au visage. Ce n'est pas une métaphore. Un vrai crachat, chaud, glissant sur ma joue. La pièce est devenue silencieuse. Mon père, observant depuis son fauteuil, n'a rien dit. Le mois dernier, lors de la réunion de famille, ma fille moyenne est descendue d'un hélicoptère sur la pelouse de ce même homme. Et ce qu'elle a placé dans les mains tremblantes de ma sœur, aujourd'hui sans abri. Toutes les personnes présentes dans cette pièce en parlent encore. Avant de vous dire ce que Lily a apporté ce jour-là, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Pour comprendre le poids de ce moment avec l'hélicoptère, je dois vous ramener là où tout a commencé, une maison où j'ai appris très tôt que ma valeur avait une date d'expiration, et que mes rêves n'étaient qu'une monnaie d'échange pour l'avenir de quelqu'un d'autre. La maison de la famille Dalton s'étend sur plus d'1 hectare à l'extérieur de Savannah, en Géorgie. C'est une maison de style colonial blanche, qui appartient à la famille de mon père depuis 4 générations. La mousse espagnole pend des chaînes comme des rideaux fantomatiques, et il y a un drapeau américain sur le porche que mon père remplace tous les 6 mois, qu'il en ait besoin ou non. À l'intérieur, la salle à manger vous dit tout ce que vous devez savoir sur le monde de Harold Dalton. Il y a une table en acajou pouvant accueillir 12 personnes, si bien polie que vous pouvez y voir votre reflet. Mais voici le détail, une seule chaise a des accoudoirs. C'est le trône de mon père, en bout de table. Le reste d'entre nous s'asseyait sur des chaises en bois identiques, bien que celle de mon frère Vincent ait toujours été la plus proche de papa. Toujours. Je suis l'aîné de 3 enfants. Vincent est né 2 ans après moi, l'enfant chéri, l'héritier, celui dont mon père prononçait le nom avec fierté. Puis Pamela, 5 ans plus jeune que moi, a passé toute sa vie à essayer d'être la fille que papa voulait vraiment. Et moi? J'étais le fantôme sur les photos de famille. Je n'exagère pas, entrer dans cette maison aujourd'hui, et vous verrez le mur du couloir tapissé de cadres, le championnat de football de Vincent au lycée, la remise de diplôme de son école de commerce, l'ouverture de sa première concession automobile. Il y a même une coupure de journal encadrée de l'époque où il a figuré sur la liste des 30 de moins de 30 ans du journal économique local, un honneur qui a duré exactement 2 ans avant que sa concession ne fasse faillite. Mes cadres? Il n'y en a aucun. J'ai été major de ma promotion au lycée, première de ma formation d'infirmière, et j'ai reçu des prix pour 25 ans de service à l'hôpital Savannah Memorial. Mais ces réussites n'ont jamais trouvé leur place sur ce mur. Le métier d'infirmière, a dit un jour mon père en faisant tourner son Bourbon Woodford Reserve, n'est qu'un travail de bonne glorifié avec un stéthoscope. Ce mur m'a appris quelque chose très tôt, dans la maison Dalton, les accomplissements ne comptent que si vous êtes né avec la bonne anatomie. Les gens supposent que je suis devenue infirmière parce que je ne pouvais rien faire d'autre. C'est ce que pense mon père. C'est ce que Vincent dit à sa femme quand ils ont besoin de se sentir supérieurs à quelqu'un. La vérité? J'ai choisi d'être infirmière parce que je voulais passer ma vie à aider réellement les gens, pas seulement à en parler. J'ai travaillé aux urgences de l'hôpital Savannah Memorial pendant 25 ans. J'ai tenu la main de personnes rendant leur dernier souffle. J'ai dit à des mères que leurs enfants allaient survivre. J'ai été frappé, mordu, on m'a crié dessus, et on m'a remercié, tout ça dans la même journée de travail. J'ai sauvé des vies, des centaines probablement, pendant que mon frère était occupé à perdre l'argent des autres dans des entreprises commerciales ratées. Mais rien de tout cela n'importe pour Harold Dalton. Mon mariage n'a pas non plus amélioré ma situation. Je me suis marié jeune, à 22 ans, avec un homme nommé Craig qui m'a promis le monde et m'a livré un appartement vide. Il est parti quand Lily avait 3 ans, s'enfuyant avec sa secrétaire. Classique, n'est-ce pas? Il n'a jamais payé un centime de pension alimentaire, il a juste disparu comme si j'étais un chapitre qu'il pouvait arracher de son propre livre. La réponse de mon père, tu aurais dû mieux choisir. C'est ce qui arrive quand on se marie en dessous de son potentiel. Comme si j'avais eu le moindre potentiel à ses yeux, pour commencer. La seule personne qui ait jamais cru en moi était ma grand-mère, la mère de ma mère,
Margaret Brennan. Elle est décédée il y a 20 ans, mais je porte toujours sa montre. Rien d'extraordinaire, une Timex, bracelet argenté, cadran rayé. Elle l'a porté tous les jours pendant 40 ans. Gina, m'a-t-elle dit une fois alors que je pleurais à cause d'un autre mépris de mon père, le monde essaiera de te faire sentir petite. Ne le laisse pas faire. Ta valeur n'est pas déterminée par des hommes aveugles qui refusent de voir. Je ne savais pas alors qu'elle avait déjà pris des mesures pour nous protéger, Lily et moi, d'outre-tombe. Laissez-moi vous parler de deux enfants qui ont grandi dans le même arbre généalogique, mais qui auraient tout aussi bien pu être élevés sur des planètes différentes. Marcus Dalton, le fils de Vincent, a été testé surdoué à l'âge de 6 ans. Mon père a failli organiser une parade. Soudain, chaque dîner de famille est devenu une vitrine des réalisations de Marcus, ses scores de QI, ses victoires au tournoi d'échecs, les tuteurs privés que Vincent engageait à $200 de l'heure, l'école préparatoire à $40 000 par an qui avait un blason sur le blazer. Marcus portait ce blazer comme une armure, bleu marine avec des fils dorés brodés. Il s'asseyait au dîner de famille juste à côté de mon père, et il discutait de l'avenir de l'héritage Dalton comme s'il planifiait une dynastie. Et puis il y avait ma Lily. Elle allait à l'école publique, portait des t-shirts de chez Target, et faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner après des journées de travail de 12 heures. Ses notes étaient bonnes, une moyenne de B+, parfois des A, mais rien qui ne fasse les gros titres. Lors des réunions de famille, Marcus avait la place d'honneur. Lily était reléguée à la table des enfants dans un coin, même quand elle avait 16 ans et Marcus 17, même quand elle était plus grande que la moitié des adultes dans la pièce. Ce garçon va mettre le nom des Dalton sur la carte, a annoncé mon père un jour de Thanksgiving, levant son verre vers Marcus. Puis il a jeté un coup d'œil à Lily, qui picorait sa purée. Que fait ta fille ces jours-ci, Gina? Toujours aussi moyenne? J'ai vu les épaules de Lily se raidir. Elle n'a rien dit. Elle ne le faisait jamais. Elle a juste gardé les yeux baissés et la bouche fermée. J'avais envie de crier. Au lieu de ça, j'ai serré sa main sous la table. Tout a changé au printemps des 18 ans de Marcus, le jour où cette enveloppe couleur crème est arrivée de l'université de Yale. Je me souviens encore de l'appel téléphonique. La voix de Vincent était brisée, comme s'il annonçait la seconde venue du Christ. Il a été accepté. Marcus a été accepté à Yale. Admission complète, pas sur liste d'attente. Accepté. En moins de 2 heures, toute la famille s'était rassemblée chez mon père. Quelqu'un a apporté du champagne, du Dom Pérignon, le champagne de luxe que mon père n'ouvrait que pour les vraies occasions. Et je veux dire de vraies occasions, pas les anniversaires de mariage. Il a ouvert le Dom Pérignon lorsque la première concession de Vincent a obtenu sa licence commerciale. Il l'a ouvert lorsque Marcus a remporté le championnat d'échecs de l'État à 14 ans. Il ne l'avait jamais ouvert pour quoi que ce soit que j'ai fait. Ce soir-là, j'ai vu mon père de 76 ans verser de vraies larmes de joie en embrassant son petit-fils. Un Dalton à Yale, n'arrêtait-il pas de dire. Enfin, un Dalton à Yale. Marcus se tenait là, dans son blazer, acceptant les louanges comme si c'était son droit de naissance, ce qui, je suppose, était le cas. Mais voici la partie dont personne ne parlait, Yale coûte de l'argent, environ $85 000 par an pour les frais de scolarité, le logement, la nourriture et les autres frais. 4 ans signifiaient $340 000. Et Vincent. Vincent était fauché. Je n'en connaissais pas toute l'étendue à l'époque, mais les rumeurs étaient difficiles à ignorer. Sa troisième entreprise, une sorte de franchise de detailing automobile, s'était effondrée 6 mois plus tôt. Il avait déjà vendu son appartement de vacances à Hilton Head. Lui et sa femme, Barbara, avaient discrètement déménagé de leur maison de 5 chambres à une location de 3 chambres, ce qu'ils expliquaient par un déménagement pour plus de commodité. Mais le champagne coulait toujours à flot, mon père pleurait toujours, et personne ne voulait aborder le sujet qui fâche. On trouvera l'argent, a dit Vincent ce soir-là, le bras autour des épaules de Marcus. C'est trop important. On trouvera un moyen. Avec le recul, j'aurais dû savoir que ce moyen m'impliquerait. L'appel est arrivé 3 semaines plus tard. J'étais à l'hôpital, je venais de terminer une double garde. 2 arrêts cardiaques, un AVC, un adolescent qui avait enroulé sa voiture autour d'un arbre et s'en était sorti, miraculeusement, avec un bras cassé. Mes pieds me faisaient mal, mon dos hurlait. Je ne voulais rien de plus que de rentrer chez moi et de m'effondrer.
Puis mon téléphone a vibré. Papa. Mon père ne m'appelait jamais. Pas pour les anniversaires, pas pour les fêtes, et certainement pas un mardi soir au hasard à 23 heures. Réunion de famille, a-t-il dit quand j'ai répondu. Sa voix avait le même ton que celui qu'il utilisait pour annoncer les heures du dîner de Thanksgiving. Pas de salutations, pas de bavardage, juste des ordres. Dimanche à 14 heures, à la maison. Ne sois pas en retard. De quoi s'agit-il? Tu le sauras dimanche. Il a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai appelé Pamela, espérant obtenir des informations. Oh, ça devrait être intéressant, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire narquois dans sa voix. Viens, Gina. Tu verras bien. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon placard pour trouver une robe pour dimanche, et ma main a frôlé la boîte inifugée sur l'étagère du haut. À l'intérieur se trouvaient les documents auxquels je ne pensais jamais vraiment, l'acte de naissance de Lily, mes papiers de divorce, l'acte de propriété de ma petite maison, et une enveloppe Kraft du cabinet d'avocat de Robert Whitmore, le testament de ma grand-mère. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur, le fonds en fiducie qu'elle avait créé pour l'éducation de Lily, mais cela me semblait être de l'histoire ancienne. Lily avait 18 ans, sur le point de commencer le collège communautaire à l'automne. La fiducie aiderait pour ça. J'ai failli remettre la boîte sans l'ouvrir. Presque. Mais quelque chose m'a poussé à sortir cette enveloppe. Quelque chose m'a poussé à vérifier que les documents étaient toujours là, le dernier cadeau de ma grand-mère, attesté et notarié. Je ne savais pas encore à quel point j'en aurais besoin. Dimanche est arrivé comme une audience de condamnation. J'ai conduit Lily chez mon père, toutes les deux silencieuses pendant la majeure partie du trajet de 30 minutes. Elle regardait par la fenêtre la mousse espagnole et les grandes maisons d'avant-guerre, la mâchoire serrée. Maman, a-t-elle finalement dit, est-ce que je dois y aller? Ton grand-père a spécifiquement demandé ta présence. Il n'a jamais spécifiquement demandé ma présence de toute ma vie. Elle n'avait pas tort. La maison des Dalton était déjà pleine quand nous sommes arrivés. Vincent et Barbara étaient assis sur le canapé Chesterfield en cuir, l'air mal à l'aise. Marcus se tenait près de la cheminée avec un t-shirt de Yale qu'il avait déjà acheté, bien que les cours ne commencent que dans plusieurs mois. Pamela et son mari, Richard, occupaient le causeuse, et Pamela m'a lancé un regard que je n'ai pas tout à fait réussi à déchiffrer, satisfaction, anticipation. Et à la tête de la pièce, dans son fauteuil à oreilles sous le portrait à l'huile de son grand-père, était assis Harold Dalton. Tout le monde est là, a-t-il annoncé. Bien. Pas de salut pour moi, pas de reconnaissance pour Lily, juste les affaires. Mon père s'est lancé dans un discours sur l'héritage familial, sur la longue histoire des Dalton en Géorgie, sur la façon dont Marcus représentait l'avenir de tout ce que nous avions construit. Sa voix s'est gonflée de fierté quand il a parlé de Yale, le prestige, les relations, les portes que cela ouvrirait. Puis il en est venu au fait. Le problème, a-t-il dit, c'est le financement. Vincent a eu quelques revers commerciaux temporaires mais le moment est mal choisi. Yale attend le paiement de la première année en août. Il s'est tourné pour me regarder directement. Gina, je sais que tu as de l'argent de côté pour l'éducation de Lily. 50 000 $, si je ne me trompe pas, mon sang s'est glacé. Comment connaissait-il le montant exact? Cet argent, a-t-il continué, couvrirait la première année de Marcus. Après cela, il aura des bourses, des emplois étudiants, des prêts. Mais nous avons besoin de cette première année. Papa, ai-je commencé? Laisse-moi finir. Sa voix était de fer. Marcus va à Yale. Ta fille va au collège communautaire. C'est un simple calcul, Gina. Cet argent serait gaspillé pour elle. À côté de moi, Lily a cessé de respirer. La pièce s'est refermée sur moi. Vincent s'est penché en avant sur le canapé, sa compassion répétée dégoulinant comme du miel sur du verre brisé. Gina, nous savons que c'est une grosse demande, mais tu es la sœur aînée. Tu as toujours été la plus responsable. L'avenir de Marcus, l'avenir de la famille, en dépend. Tu as toujours été si pragmatique, a ajouté Barbara, son collier de perles captant la lumière. Tu comprends sûrement que certaines opportunités ne peuvent pas être gâchées. J'ai regardé mon père. Cet argent n'est pas à moi de le donner. Il appartient à Lily. Lily,
Harold a prononcé son nom comme s'il s'agissait d'un léger inconvénient. Lily va au collège communautaire. Peut-être qu'elle sera transférée quelque part après 2 ans. Peut-être qu'elle trouvera un travail. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas besoin de 50 000 $ pour ça. Marcus a obtenu un score dans le 99e percentile, a insisté Vincent. Il va devenir avocat, peut-être sénateur un jour. Les relations qu'il se fera à Yale. Et qu'en est-il des relations de Lily? Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Et de son avenir? Pamela a ri. A vraiment ri. Elle a décroisé les jambes et s'est penchée en avant, son chemisier de créateur se tendant sur ses épaules. Gina, sois sérieuse. Lily est une fille gentille, mais elle est ordinaire. Des notes moyennes, pas de talent particulier. Elle finira probablement exactement comme toi, à faire un travail ingrat, à vivre dans une petite maison, en se demandant ce qui aurait pu être. Lily a émis un petit son à côté de moi, comme un animal blessé. Ça suffit, ai-je dit. Vraiment, Pamela s'est levée, marchant vers nous. Parce que je ne pense pas que tu comprennes ce qui se passe ici. Papa te donne une chance de faire partie de quelque chose de plus grand, de contribuer à cette famille pour une fois dans ta vie, et tu vas rester assise là à dire non, à cause de quoi? De l'orgueil. Richard, le mari de Pamela, est resté silencieux. Il restait toujours silencieux. Marcus examinait ses ongles. Barbara étudiait le plafond. Et mon père regardait simplement, attendant que je cède. Si tu ne le fais pas, a dit Harold doucement, tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. La pièce a retenu son souffle. Tout ce qui s'est passé ensuite se déroule dans ma mémoire au ralenti. Pamela s'est approchée, ses talons claquant sur le parquet de mon père. Son visage était tordu en quelque chose de laid, des années de ressentiment, de jalousie, et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Tu as toujours cru que tu valais mieux que nous, a-t-elle sifflé. La martyre, la sainte, à faire ton petit boulot d'infirmière, à élever ta petite fille moyenne, en agissant comme si tu étais au-dessus de tout ça. Pamela, je n'ai jamais. Tu sais ce que tu es, Gina, elle était à quelques centimètres de mon visage maintenant. Tu es égoïste. Tu as toujours été égoïste. Maman t'a laissé cet argent parce que tu l'as manipulé, tout comme tu manipules tout le monde. Et maintenant, tu ne veux même pas le partager avec ta propre famille. Ce n'est pas, je n'ai jamais fini la phrase, car Pamela m'a craché au visage. Pas une figure de style, pas une exagération. Elle a rassemblé de la salive dans sa bouche et a craché directement sur ma joue. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence choqué, un silence complice. Personne n'a bougé. Personne n'a dit, ça va trop loin. Personne ne m'a tendu de mouchoir. J'ai senti le crachat glisser sur mon visage, chaud et humiliant. Lily pleurait, de douces larmes silencieuses coulant sur ses joues alors qu'elle regardait sa tante avec horreur. Je n'ai pas essuyé mon visage. Je sais que ça semble étrange, mais je voulais que Lily voie. Je voulais qu'elle se souvienne de ce moment, qu'elle se souvienne exactement de qui étaient ces gens, de ce dont ils étaient capables, du peu de considération qu'ils avaient pour nous. Tu l'as bien mérité, a dit mon père depuis son fauteuil, pour avoir déçu cette famille. Je me suis tourné pour le regarder. Mon père, l'homme qui m'a élevé, l'homme qui était censé me protéger. Il examinait son verre de bourbon, complètement impassible. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé, s'est brisé peut-être, ou s'est enfin assemblé. J'ai sorti un mouchoir de mon sac à main. Lentement, délibérément, j'ai essuyé le crachat de Pamela de mon visage. J'ai plié soigneusement le tissu et je l'ai posé sur la table basse. Puis je me suis levé. Cet argent, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Je m'en suis assuré. Ne m'appartient pas, et il ne vous appartient pas. Les yeux de mon père se sont plissés. De quoi parles-tu? Je parle du testament de grand-mère Margaret. Le nom a plané dans l'air comme une grenade. La mère de ma mère n'avait jamais été le sujet de prédilection de Harold. Grand-mère ne m'a pas laissé 50 000 $, papa. Elle les a laissés directement à Lily, dans une fiducie légale gérée par un fiduciaire indépendant à la First National Bank. Je n'y ai pas accès. Je ne peux pas les retirer. Et je ne peux certainement pas les donner à Marcus. Vincent bafouillait déjà. C'est ridicule. Il doit y avoir un moyen de... Il n'y en a pas. La fiducie est irrévocable.
La seule personne qui peut accéder à cet argent est Lily, et uniquement pour ses propres frais d'études. Elle a été attestée par Eleanor Brennan et notariée par l'État de Géorgie. Tous les documents sont archivés au cabinet d'avocats de Robert Whitmore. Je me suis tourné vers Lily et je lui ai tendu la main. Elle l'a prise, ses doigts tremblants. Nous partons maintenant, ai-je dit. Et je veux que quelque chose soit très clair. J'ai regardé mon père, Vincent, Barbara et ses perles, Pamela qui s'essuyait les lèvres comme si elle pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Ne me contactez plus. N'appelez pas. N'écrivez pas. Ne vous présentez pas chez moi. À partir de ce moment, je n'ai plus de famille. Le visage de mon père est devenu violet. Si tu sors par cette porte. Je suis déjà parti. Je suis sorti. Lily m'a suivi. Derrière nous, j'ai entendu des cris, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai jamais regardé en arrière. Le trajet de retour a été les 30 minutes les plus silencieuses de ma vie. Lily regardait par la fenêtre, les larmes séchant encore sur ses joues. Je serrais le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Aucune de nous n'a parlé jusqu'à ce que j'entre dans notre allée, notre petite maison de 3 chambres avec le porche qui grince et le jardin que je n'avais jamais le temps d'entretenir. Maman, a finalement murmuré Lily, est-ce qu'on y retournera un jour? J'ai coupé le moteur et je suis restée assise dans l'obscurité de la voiture. Non, ma chérie, nous n'y retournerons pas. Elle a hoché lentement la tête, comme si elle le savait déjà, comme si une partie d'elle avait toujours su que cela arriverait. Les années qui ont suivi ont été exactement ce que mon père avait prédit, et en même temps, rien de tel. Il n'y a pas eu de carte de Noël, pas d'appel d'anniversaire, pas d'invitation à des mariages ou à des remises de diplômes. Quand la fille de Pamela s'est mariée, je l'ai appris par une publication sur Facebook. Quand mon père a eu une légère crise cardiaque, personne n'a appelé. Je suis devenu un fantôme. Nous le sommes devenus toutes les deux. Notre petite maison semblait plus grande sans le poids de leurs attentes. Plus calme aussi. Je faisais mes gardes à l'hôpital. Lily a terminé le lycée. Nous dînions ensemble la plupart des soirs, ce que nous n'avions jamais fait quand je devais constamment me rendre à des obligations familiales, essayant constamment de gagner une approbation qui ne viendrait jamais. Il n'y a plus que nous maintenant, a dit Lily un soir, en mettant la table avec nos assiettes dépareillées de Goodwill. Est-ce que c'est assez? J'ai regardé ma fille, 18 ans, des notes moyennes, pas de fonds en fiducie au-delà du modeste cadeau de sa grand-mère, pas de relation, pas d'héritage. C'est plus qu'assez, ai-je dit, et je le pensais. Perdre ma famille m'a fait mal, je ne vais pas le nier. Mais garder mon intégrité, enseigner à ma fille que certains prix sont trop élevés à payer, c'était le seul héritage que je pouvais vraiment lui laisser. D'accord, je dois faire une petite pause ici. Si vous avez déjà été le mouton noir de votre famille, celui qui a toujours été négligé ou sous-estimé, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir que je ne suis pas seul. Et si cette histoire résonne en vous, peut-être appuyez sur ce bouton d'abonnement, mais seulement si vous voulez voir comment tout cela se termine. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 15 années de silence. Je vais être honnête avec vous, ces premières années n'ont pas été un montage inspirant de triomphe sur l'adversité. Elles ont été dures. La fiducie de grand-mère couvrait les frais de scolarité de Lily au collège communautaire local, mais à peine. Il n'y avait pas assez pour une université, pas du genre avec des dortoirs, des plans de repas et des programmes d'études à l'étranger. Alors Lily a vécu à la maison, a pris le bus pour aller sur le campus et a travaillé à temps partiel dans un café entre les cours. Je prenais des gardes supplémentaires dès que je le pouvais, garde de nuit, garde pendant les vacances, celles que personne d'autre ne voulait. J'ai vendu ma Honda Accord et j'ai pris le bus pendant 2 ans jusqu'à ce que je puisse me permettre une Toyota d'occasion avec 190 000 km au compteur. J'ai résilié le câble, arrêté d'acheter de nouveaux vêtements, et appris que le riz et les haricots pouvaient être rendus intéressants avec suffisamment de créativité. Parfois, tard dans la nuit après une garde brutale aux urgences, je me demandais si j'avais fait le mauvais choix. Et si j'avais donné l'argent? Et si Lily était allée au collège communautaire de toute façon et que j'avais gardé ma famille? Et si être aimé, même conditionnellement, était mieux que d'avoir raison? Mais alors je me souvenais du crachat glissant sur ma joue, du silence dans cette pièce, du visage de mon père alors qu'il regardait sans rien faire. Et je me souvenais pourquoi. Lily ne s'est jamais plainte. Pas une seule fois. Elle étudiait à notre table de cuisine, la même table où elle faisait ses devoirs depuis l'âge de 6 ans.
Elle a été transférée à l'université d'État après 2 ans, faisant 1 heure de trajet aller-retour chaque jour parce que c'était moins cher que le logement. Maman, m'a-t-elle dit un soir, épuisée après une journée de 8 heures au café suivie d'un cours du soir, je vais faire quelque chose de ma vie. Pas pour leur prouver qu'ils ont tort, juste pour me prouver que j'ai raison. Je l'ai cru. Je l'avais toujours cru. Mais je n'avais aucune idée de ce que ce quelque chose allait devenir. Les nouvelles de la famille Dalton me parvenaient comme les ragots le font toujours, par des gens qui ne pouvaient s'empêcher de partager. Eleanor Brennan, la plus vieille amie de ma grand-mère et témoin de son testament, passait chez moi tous les quelques mois. Elle avait maintenant 70 ans, toujours aussi vive d'esprit, et elle avait un réseau de vieilles dames de l'église qui savaient tout sur tout le monde à Savannah. Marcus a abandonné Yale, m'a-t-elle dit un après-midi d'automne autour d'un thé, environ 5 ans après cette réunion de famille. J'ai posé ma tasse. Quoi? Il n'a pas supporté. Apparemment, la pression, la charge de travail. Qui sait? Vincent dit aux gens qu'il prend une année sabbatique pour se trouver. La voix d'Eleanor dégoulinait de la satisfaction particulière de quelqu'un qui avait vu cela venir. Cette année sabbatique dure maintenant depuis 3 ans. Je ne m'en suis pas réjoui, pas exactement, mais je ne me suis pas non plus senti triste. Et Vincent a vendu une autre maison. La 3e, je crois. Barbara a été vue dans des dépôts-ventes. Eleanor a secoué la tête. Ce garçon n'a jamais appris à garder de l'argent, il a juste appris à le dépenser. Et Pamela. L'expression d'Eleanor a changé. Une sorte de pitié a traversé son visage. Richard l'a quitté. Il a tout pris, la maison, les économies, même le chien. Aux dernières nouvelles, elle squattait chez des amis. J'aurais dû me sentir vengé. Une partie de moi l'était, mais surtout, je me sentais fatigué. Ton père pense toujours que Marcus trouvera sa voie, a ajouté Eleanor. Il dit ça depuis des années. Chaque fois que je le vois à la pharmacie, il parle de Marcus comme s'il était sur le point de guérir le cancer. Et moi? Est-ce qu'il parle de moi? Eleanor a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Non, Gina. Il ne le fait pas, j'ai hoché la tête. Ça faisait moins mal que je ne le pensais. Pendant que l'empire Dalton s'effondrait tranquillement, quelque chose d'autre se construisait tranquillement. Lily a obtenu son diplôme de l'université d'État avec une moyenne de 3,5. Pas de mention très bien, pas de Phi Beta Kappa, rien qui n'aurait impressionné mon père. Elle a trouvé un emploi dans une petite entreprise technologique, au service client. Niveau débutant, 32 000 $ par an. Ce n'est pas glamour, a-t-elle admis, mais ils ont dit que je pouvais apprendre la programmation sur le tas. Elle a fait plus qu'apprendre, elle a dévoré. Je rentrais de garde tardive et la trouvais penchée sur son ordinateur portable à 2 heures du matin, des lignes de code défilant sur l'écran. Elle avait transformé sa chambre en espace de travail, les murs couverts de post-it sur quelque chose appelé algorithme et réseau d'énergie durable. Je n'y comprenais rien. Il y a un hackathon le mois prochain, m'a-t-elle dit un soir, levant à peine les yeux de son écran. Des équipes s'affrontent pour créer des applications qui résolvent des problèmes environnementaux. Le gagnant reçoit un financement de démarrage d'une société de capital risque. Tu vas participer? Elle m'a enfin regardé. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, une détermination féroce et tranquille. Je l'ai déjà fait, maman. J'ai créé une application qui suit l'empreinte carbone des petites entreprises, leur montre exactement où elles gaspillent de l'énergie et comment y remédier. As-tu gagné? Non, a-t-elle souri. Mais un des investisseurs m'a demandé ma carte, il a dit qu'il voulait garder un œil sur moi. Je ne savais pas ce que cela signifiait, pas à l'époque, mais je me souviens avoir pensé que ma fille Lily la moyenne, Lily en t-shirt de Target, Lily du collège communautaire avait en elle un feu que je n'avais jamais vu chez Marcus, malgré tous ses points de QI et ses tuteurs privés. Maman, a-t-elle dit en se retournant vers son ordinateur portable, je ne suis pas intelligente comme Marcus, mais je travaille plus dur que n'importe qui. Ça doit bien compter pour quelque chose, non? Ma chérie, ai-je dit, l'intelligence sans éthique de travail n'est que du potentiel gaspillé. Toi, tu as les deux. Je réalise maintenant que je devrais vous raconter toute l'histoire du cadeau de grand-mère Margaret, car ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un message. Margaret Brennan avait été enseignante pendant 40 ans. Elle n'a jamais gagné plus de 35 000 $ par an de sa vie. Elle a conduit la même Ford Taurus pendant 20 ans.
Elle découpait des coupons. Elle fabriquait ses propres vêtements. Et d'une manière ou d'une autre, grâce à des décennies de discipline et d'intérêt composés, elle a amassé 80 000 $. Son testament, rédigé par Robert Whitmore et attesté par Eleanor Brennan, était spécifique, presque prophétiquement spécifique. 50 000 $ ont été placés dans une fiducie éducative irrévocable pour Lily. Le fiduciaire était la First National Bank, pas moi, ni personne de la famille. Les fonds ne pouvaient être débloqués que pour les frais de scolarité, les livres et les dépenses éducatives, vérifiés par des reçus. Personne ne pouvait y toucher, ni Harold, ni Vincent, ni même moi. Les 30 000 $ restants ont été placés dans un fonds d'urgence distinct, et également pour Lily, à débloquer lorsqu'elle aurait 25 ans. Mais la partie qui me fait encore pleurer était écrite à la main, de l'écriture tremblante de ma grand-mère, au bas du testament, à ma petite-fille, Lily Dalton, la seule bonté tranquille dans une famille qui a oublié comment être gentille. Je laisse cette fiducie pour être utilisée uniquement pour son éducation et son avenir. Puisse-t-elle te donner ce qu'ils ne t'ont jamais donné, une chance. Ma grand-mère avait tout vu venir, le favoritisme, le mépris, la façon dont mon père choisirait toujours les fils plutôt que les filles, l'or plutôt que la constance, le clinquant plutôt que la substance. Elle a protégé Lily avant même que Lily ne sache qu'elle avait besoin de protection. Eleanor a confirmé tout cela lorsque je lui ai finalement demandé des années plus tard. Ta grand-mère a réécrit ce testament 3 fois, m'a-t-elle dit, s'assurant qu'il était blindé, s'assurant que Harold ne pourrait pas mettre la main sur un seul centime. Certains anges n'ont pas d'ailes, certains anges ont des documents notariés. L'appel téléphonique est arrivé 5 ans avant aujourd'hui. Je me préparais pour une garde de nuit quand mon portable a vibré avec le nom de Lily. Maman. Sa voix était étrange, tremblante mais vive. Il s'est passé quelque chose. Mes instincts d'infirmière ont pris le dessus. Tu es blessé? Ça va? Ça va. Plus que ça va. Elle a pris une profonde inspiration. Tu te souviens de cet investisseur du hackathon? Celui qui gardait un œil sur moi. Vaguement. Il vient de m'offrir 500 000 $. Je me suis assise sur mon lit. Pardon, quoi? Il a fallu 1 heure à Lily pour tout m'expliquer, les réunions de présentation, le plan d'affaires, le prototype qu'elle avait construit les soirs et les week-ends tout en travaillant à son emploi de jour. L'application qu'elle avait créée avait évolué en une plateforme complète de gestion de l'énergie pour les entreprises. Un investisseur a vu le potentiel, puis un autre, puis une société de capital risque appelée Greenlight Partners. Ils veulent que je démissionne et que je fasse ça à plein temps, a dit Lily. Ils appellent la société Green Pass Technology. Ils pensent que ça pourrait devenir énorme, maman. Vraiment énorme. Je ne savais pas quoi dire. Ma fille, la moyenne, la négligée, se voyait offrir un demi-million de $ pour poursuivre un rêve que je comprenais à peine. Qu'en penses-tu? A-t-elle demandé, sonnant soudainement comme ma petite fille. Je pense que ta grand-mère serait fière. Les 3 premières années de Green Pass ont été brutales. Lily travaillait 18 heures par jour. La société a failli faire faillite 2 fois, une fois quand un ingénieur clé a démissionné, une autre fois quand un contrat promis a échoué à la dernière minute. Elle vivait dans un studio et conduisait la même vieille Honda Civic que je lui avais donnée à la fin de ses études. Mais elle n'a jamais abandonné. La 4e année, Green Pass a signé un accord avec une grande chaîne de supermarchés pour moderniser tous leurs magasins avec des systèmes éco-énergétiques. Cet accord valait 47 millions de $. L'invitation est arrivée dans une enveloppe couleur crème avec l'adresse de mon père en relief au dos, papier cartonné épais, police formelle, le genre de papeterie qui coûte plus cher que mon budget d'épicerie. Vous êtes cordialement invité à la réunion de la famille Dalton. Samedi 15 octobre, 14 h. Je l'ai fixé pendant une bonne minute avant de réaliser que mes mains tremblaient. 15 ans. 15 ans de silence, et maintenant ça, une invitation gravée comme si rien ne s'était jamais passé, comme s'il ne m'avait pas craché au visage et ne m'avait pas rejeté comme une tumeur. J'ai immédiatement appelé Eleanor. En as-tu reçu une aussi? Oui. Harold a des problèmes de santé. Le cœur, surtout. On dit qu'il veut faire la paix avant qu'il ne soit trop tard. Elle a fait une pause. Je pense que sa version de la paix, c'est de réunir tout le monde dans la même pièce et de prétendre que la dernière décennie et demie n'était qu'un malentendu. Je n'irai pas, je ne te blâme pas, mais 2 jours plus tard, Lily m'a appelé. Maman, j'ai reçu une lettre de grand-père. Jette-la.
Je l'ai déjà ouverte. Elle est restée silencieuse un moment. Il veut me voir. Il dit qu'il a entendu parler de moi, qu'il veut voir ce que je suis devenu. Le culot, l'audace absolue. Tu ne lui dois rien, ai-je dit. Je sais, la voix de Lily était calme, trop calme. Mais je veux y aller. Il y a quelque chose que je dois faire. Lily. Je n'y vais pas pour lui, maman. J'y vais pour grand-mère Margaret. Et peut-être, a-t-elle hésité, peut-être pour nous. Pour leur montrer à quoi ressemble une moyenne 15 ans plus tard. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Ma fille ne demandait pas la permission, elle m'informait d'une décision. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Viens avec moi, a-t-elle dit, et tu verras. Je ne savais pas alors ce qu'elle avait en réserve, mais je connaissais ma fille. Quoi que ce soit, cela vaudrait la peine d'être vu. 3 jours avant la réunion, Lily s'est présentée chez moi avec une mallette en cuir que je n'avais jamais vue. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en la posant sur ma table de cuisine. À l'intérieur de la mallette se trouvaient des documents, des piles de documents, statuts de société, certificats d'exonération fiscale, procès-verbaux de réunion du conseil d'administration, tous portant le nom de la Fondation Margaret Brennan. Tu as créé une association caritative, ai-je demandé en feuilletant les papiers. Il y a 6 mois. C'est une organisation à but non lucratif, entièrement enregistrée auprès des impôts. 5 millions de dollars de financement initial. Lily s'est assise en face de moi. Nous offrons des bourses et des formations professionnelles aux femmes en difficulté, mères célibataires, survivantes de violences domestiques, femmes qui ont tout perdu et ont besoin d'une seconde chance. Ma gorge s'est serrée. Tu l'as nommée d'après grand-mère. Elle m'a donné une chance quand personne d'autre ne l'a fait. C'est son héritage, maman, pas le mien. J'ai regardé ma fille. Vraiment regardé. Elle avait 33 ans maintenant, PDG d'une entreprise valant 200 millions de dollars, mais assise à ma table de cuisine en jean et en chemisier simple, elle aurait pu avoir 18 ans à nouveau. Il y a autre chose, a dit Lily, la voix prudente. J'ai fait des recherches sur tante Pamela. Mon estomac s'est noué. Qu'en est-il d'elle? Elle vit dans un refuge pour femmes à Savannah. Depuis presque 2 ans. Elle a tout perdu quand Richard l'a quittée. Pas de travail, pas d'économie, pas de famille prête à l'aider. J'ai pensé au visage de Pamela il y a 15 ans, au mépris, au crachat glissant sur ma joue. Je veux lui offrir une place dans le programme de formation de la Fondation, a poursuivi Lily. 6 mois de certification en comptabilité, une aide au placement et un logement de transition, le tout gratuitement. Après ce qu'elle m'a fait? Il ne s'agit pas de pardon. Les yeux de Lily étaient fermes. Il s'agit d'être meilleur qu'eux. C'est ce que grand-mère aurait voulu. Ma fille moyenne. Ma fille extraordinaire. Le jour de la réunion, il faisait une chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre, 26 degrés avec un ciel si bleu qu'il semblait artificiel. J'ai conduit seul jusqu'à la maison de mon père. Lily avait insisté pour arriver séparément, sans me dire comment. Fais-moi confiance, avait-elle dit, avec ce sourire calme qui commençait à m'inquiéter. La propriété des Dalton semblait différente de mes souvenirs. Les chênes étaient les mêmes, drapés de mousse espagnole comme toujours, mais la maison elle-même paraissait plus petite. La peinture s'écaillait près des gouttières. La pelouse n'était pas aussi bien entretenue. Des signes de déclin, des signes que même les puissants Dalton ne pouvaient retenir le temps. Une trentaine de membres de la famille déambulaient dans le jardin, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des tantes et des oncles qui n'avaient jamais pris la peine de prendre mon parti. De longues tables étaient dressées sur la pelouse, recouvertes de nappes en lin blanc et de plats de traiteur qui semblaient chers mais venaient probablement de Costco. J'ai tout de suite repéré Vincent. Il avait pris du poids et son costume ne lui allait pas tout à fait, trop serré aux épaules, les boutons tendant le tissu. Barbara se tenait à côté de lui dans une robe de la saison passée, ses perles semblant plus ternes que dans mon souvenir. Et il y avait Marcus. Mon Dieu, Marcus. Il se tenait dans un coin près de la haie, portant une chemise Oxford froissée avec le col de travers. Ses cheveux étaient en désordre. Il tenait une bière comme une bouée de sauvetage et fixait son téléphone, évitant le contact visuel avec tout le monde. 33 ans, pas de travail, pas de direction, le génie qui avait atteint son apogée à 17 ans. Mon père était assis dans un fauteuil en osier sur la terrasse, l'air fragile d'une manière que je ne lui avais jamais vue. 76 ans, un tube à oxygène dans le nez,
une couverture sur les jambes malgré la chaleur. Il m'a vu et ses yeux se sont légèrement écarquillés. J'ai hoché la tête une fois, sans sourire. Puis j'ai entendu ce bruit, un son qui n'avait pas sa place dans la banlieue de Géorgie, le tum-tum-tum des pales d'un hélicoptère. Toutes les têtes dans ce jardin se sont levées. L'hélicoptère est apparu au-dessus de la cime des arbres, élégant et noir, un Airbus H130 qui captait le soleil de l'après-midi comme de l'obsidienne polie. Il a fait un tour, puis deux, avant d'entamer sa descente vers le seul espace ouvert assez grand pour l'accueillir, la pelouse avant si prisée de mon père. Mais qu'est-ce que c'est que ça, a commencé Vincent. Le vent des rotors a fouetté les nappes. Les serviettes se sont envolées comme des oiseaux effarouchés. Les femmes ont attrapé leurs chapeaux. Les hommes se sont protégés les yeux. Mon père a lutté pour se lever, s'agrippant à sa bouteille d'oxygène. L'hélicoptère s'est posé, ses pales ralentissant jusqu'à l'arrêt. La porte s'est ouverte et Lily est sortie. Elle portait un tailleur gris ardoise Armani, j'ai appris plus tard, bien qu'elle m'ait dit l'avoir acheté d'occasion dans un dépôt-vente. Ses cheveux étaient tirés en un chignon impeccable, avec de simples clous d'oreilles en diamant. Pas d'ostentation, juste un succès discret et indéniable. Elle a traversé la pelouse vers nous, et j'ai regardé les visages de ma famille passer par le choc, la confusion, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Qui est-ce » a murmuré quelqu'un. « C'est Lily », la bouche de Vincent était bée. Barbara a serré ses perles, les a vraiment serrées comme un cliché devenu réalité. Marcus avait enfin levé les yeux de son téléphone, et son visage avait la couleur du vieux papier. Mon père se tenait figé, une main sur sa bouteille d'oxygène, regardant sa petite fille comme si elle était une apparition. « Bonjour à tous. » La voix de Lily a porté à travers la pelouse, calme et claire. « J'espère que je ne suis pas trop en retard. » Elle est passée devant les parents bouche bée, les tables de traiteur, Marcus qui ne pouvait la regarder dans les yeux. Elle s'est arrêtée devant mon père. « Bonjour, grand-père. » Harold Dalton a regardé l'hélicoptère, le tailleur, les boucles d'oreilles en diamant, la femme que sa lignée avait qualifiée de moyenne toute sa vie. Il n'a pas pu finir la phrase. Lily a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Ce n'était pas un sourire froid. C'était le sourire de quelqu'un qui n'avait plus besoin de rien de la personne en face d'elle. Je suis Lily Dalton, PDG de Green Pass Technologies, et je crois que nous avons des choses à discuter. Harold a tendu les bras pour une étreinte. Lily a fait un pas en arrière, pas de manière dramatique, pas de manière impolie, juste une ligne tracée dans l'air entre eux. « Grand-père » a-t-elle dit, la voix ferme, « je ne suis pas venu ici pour me réconcilier, et je ne suis pas venu pour faire une scène. » Alors pourquoi, la voix d'Harold s'est brisée. Il avait l'air vieux soudainement, plus petit que je ne l'avais jamais vu. « Pourquoi es-tu venu ? » Je suis venu à cause de grand-mère Margaret. Le nom a atterri comme une pierre dans l'eau calme. Des ondulations de malaise se sont propagées parmi les parents rassemblés. Elle a cru en moi quand cette famille ne l'a pas fait, a poursuivi Lily. Elle m'a laissé une fiducie qui a payé mes études, des études que vous vouliez me prendre. Elle a vu quelque chose en moi que personne d'entre vous n'a pris la peine de chercher. Vincent s'est avancé, retrouvant sa voix. Attends une minute, on n'a jamais dit. Oncle Vincent, Lily s'est tournée vers lui, et quelque chose dans son expression l'a fait s'arrêter en pleine phrase. Je me souviens exactement de ce qui a été dit. J'étais là. J'ai entendu chaque mot. Je vous ai regardé exiger mon fonds d'études pour Marcus parce que j'étais moyenne et que j'allais de toute façon au collège communautaire. Elle a regardé Marcus, qui s'était encore plus reculé vers la haie. Et Marcus, je ne suis pas là pour t'humilier. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. On t'a élevé en te faisant croire que tu étais spécial, sans jamais t'apprendre quoi faire quand être spécial ne suffisait plus. Marcus n'a rien dit. Sa bière tremblait dans sa main. Lily s'est retournée vers Harold. Grand-père, vous m'avez qualifié de moyenne il y a 15 ans, et vous aviez raison. Je suis moyenne. Je n'ai pas le QI de Marcus. Je n'étais pas une prodige. J'étais juste une fille qui travaillait dur, qui échouait souvent, et qui se relevait à chaque fois. Elle a fait une pause. C'est la différence entre nous et eux, vous savez. Nous avons appris à tomber. Eux, ils n'ont jamais eu à le faire. Puis-je être honnête avec vous une seconde ? C'est le moment que j'attendais de vous raconter. Si vous êtes toujours là à regarder, vous êtes mon genre de personne,
quelqu'un qui croit que le travail acharné l'emporte sur le sentiment de droit. Si vous voulez voir ce que Lily a fait ensuite, quelque chose que personne dans cette famille ne s'attendait, assurez-vous d'être abonné. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Lily s'est dirigée vers Marcus. Il a tressailli comme si elle allait le frapper. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Puis je me suis souvenu de la façon dont il était assis dans son t-shirt de Yale ce jour-là, examinant ses ongles pendant que sa tante me crachait au visage. Marcus, Lily s'est arrêtée à quelques mètres, lui laissant de l'espace. J'ai entendu dire que tu as eu quelques années difficiles. Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tant mieux, car je n'en offre pas. Le jardin était silencieux maintenant, 30 parents regardant comme des spectateurs à un accident de voiture. Je t'offre une opportunité, a poursuivi Lily. Ma fondation, la fondation Margaret Brennan, a un programme de reconversion professionnelle, 6 mois de formation, de mentorat, d'aide au placement. C'est conçu pour les personnes qui ont besoin d'un nouveau départ. Le visage de Marcus a traversé plusieurs émotions, confusion, colère, et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir avant qu'il ne l'étouffe. Tu veux que j'aille à un programme de charité? J'ai fait 2 ans à Yale. Il y a 10 ans, la voix de Lily était douce mais ferme. Marcus, je n'essaie pas de te mettre dans l'embarras. J'essaie d'aider. Le programme est gratuit. La seule exigence est de se présenter et de faire le travail. Je n'ai pas besoin. L'offre est valable, Lily s'est détournée de lui, laissant le choix en suspens. Quand tu seras prêt. Si jamais tu le es. J'ai regardé le visage de Marcus alors qu'elle s'éloignait. Il avait 33 ans, portait une chemise qui coûtait plus cher que mon budget d'épicerie mensuel, bien qu'il soit au chômage depuis des années. Ses mains tremblaient alors qu'il portait sa bière à ses lèvres. Le garçon en or, le génie, l'espoir de la dynastie Dalton. Debout dans un coin à la fête de son grand-père, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux, se voyant offrir la charité par sa cousine moyenne. Parfois, la vie écrit sa propre ironie. Il suffit de vivre assez longtemps pour la lire. Un SUV noir est entré dans l'allée. Je ne l'avais pas remarqué arriver, tout le monde était trop concentré sur Lily et Marcus. Mais maintenant, la portière du conducteur s'est ouverte et l'une des assistantes de Lily est sortie. Elle s'est dirigée vers le côté passager et a ouvert la portière arrière. Pamela est apparue. Je l'ai à peine reconnue. La femme qui m'avait craché au visage il y a 15 ans était soignée, prospère, cruelle de la manière dont seuls les gens à l'aise peuvent l'être. Cette Pamela-ci était mince, trop mince. Ses cheveux avaient grisonné aux tempes. Elle portait des vêtements propres mais simples, qui semblaient provenir d'un bac de dons, car c'était probablement le cas. Pamela, la voix d'Harold s'est brisée. Où étais-tu? Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis 2 ans. Papa, la voix de Pamela était à peine un murmure, je suis dans un refuge pour femmes depuis 2 ans. Richard a tout pris, la maison, les économies, les investissements. Je n'avais même pas assez pour un dépôt de garantie pour un appartement. Vincent s'est avancé. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Pourquoi n'as-tu pas? J'ai appelé, quelque chose a vacillé dans les yeux de Pamela, le fantôme de la femme qu'elle était. Je t'ai appelé, Vincent, 3 fois. Tu n'as jamais rappelé. J'ai appelé papa. Il a dit qu'il était trop occupé avec la situation de Marcus pour aider. Le visage d'Harold est devenu blanc. Ses mains tremblaient sur sa bouteille d'oxygène. La seule personne qui a tendu la main, a poursuivi Pamela, la voix brisée, c'est la nièce sur qui j'ai craché il y a 15 ans. Lily m'a trouvé. La fondation de Lily m'a contacté. Lily m'a offert de l'aide quand ma propre famille ne s'est pas donné la peine. Elle s'est tournée pour me regarder. Ses yeux étaient humides. Je ne savais pas quoi ressentir, la vengeance, la pitié, la rage pour les années de silence, la cruauté, le crachat sur ma joue. Tout ça. Rien de tout ça. Quelque chose entre les deux. Lily a ouvert sa mallette. Elle a sorti un dossier, impeccable, professionnel, portant le logo de la fondation Margaret Brennan en lettres vertes élégantes. Tout le monde, a-t-elle dit en élevant la voix pour que tout le jardin puisse l'entendre, j'aimerais faire une annonce. Les parents se sont agités, mal à l'aise. Harold a serré sa bouteille d'oxygène. Vincent et Barbara ont échangé des regards nerveux. Il y a 6 mois, j'ai créé la fondation Margaret Brennan, du nom de mon arrière-grand-mère,
la femme qui a rendu possible tout ce que j'ai accompli. Lily a brandi le dossier. Cette fondation offre des bourses et des formations professionnelles aux femmes en crise, mères célibataires, survivantes de violences domestiques, femmes abandonnées par leur famille et leur système. Elle s'est tournée vers Pamela. Tante Pamela, j'aimerais vous offrir une place dans notre programme de certification en comptabilité. 6 mois de formation, entièrement gratuit. Nous fournirons un logement de transition pendant le programme et une aide au placement par la suite. Si vous terminez la certification, vous aurez les compétences nécessaires pour reconstruire votre carrière. Pamela a fixé le dossier comme s'il pouvait la mordre. Elle a secoué la tête. Je ne comprends pas. Après ce que j'ai fait à ta mère. Il ne s'agit pas de pardon, la voix de Lily était claire comme du cristal. Ce que vous avez fait à ma mère ne pourra jamais être effacé. Je me souviens du crachat sur son visage. Je me souviens du silence dans cette pièce. Je me souviens de vous me qualifiant de moyenne comme si c'était une condamnation à mort. Le jardin était absolument immobile, 30 témoins retenant leur souffle. Mais grand-mère Margaret croyait que tout le monde méritait une seconde chance, a poursuivi Lily. Elle m'en a donné une quand personne d'autre ne le ferait. Cette fondation est son héritage, pas le mien. Et il ne s'agit pas de ce que vous méritez, tante Pamela. Il s'agit de qui je choisis d'être. Elle a tendu le dossier. Les mains de Pamela tremblaient en le prenant. Des larmes coulaient sur son visage. De vraies larmes, du genre qui ne peut être simulé. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Gina, je suis tellement désolée. J'ai regardé ma sœur, la femme qu'elle était devenue, les ruines de la personne qui s'était sentie si supérieure. Garde tes excuses, ai-je dit doucement. Ne gâche pas cette chance. Harold Dalton s'est effondré dans son fauteuil en osier. Pas de manière dramatique, ses jambes ont simplement cédé et il s'est assis lourdement, sa bouteille d'oxygène heurtant le bras du fauteuil. Pendant un long moment, il a fixé le sol, respirant lourdement par le nez. Vincent s'est précipité à ses côtés. Papa? Papa, ça va? Ça va, la voix d'Harold était à peine un murmure. Ça va. Mais il n'allait pas bien. Je pouvais le voir sur son visage, l'effondrement de quelque chose qu'il avait construit toute sa vie, la hiérarchie, la certitude, la croyance inébranlable qu'il avait toujours su ce qui était le mieux. Il a levé les yeux vers Lily, puis vers moi, puis de nouveau vers ses mains. Margaret, a-t-il dit lentement, et j'ai réalisé qu'il parlait de ma grand-mère, a toujours dit que j'avais tort à ton sujet, Gina. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. J'avais attendu 15 ans pour entendre ces mots, en avais rêvé dans mes moments les plus faibles, imaginez comment ils sonneraient. Ils sonnaient plus petits que prévu. Elle avait raison, ai-je dit. Mais je n'ai plus besoin que tu sois d'accord, papa. J'ai cessé d'en avoir besoin il y a longtemps. Vincent a essayé d'intervenir. Papa, c'est ridicule. Marcus est toujours. Marcus a du potentiel. Vincent, la voix d'Harold était tranchante. Arrête. L'enfant chéri s'est tu. Pour peut-être la première fois de sa vie, Vincent Dalton n'avait rien à dire. Harold est resté assis là, entouré de la famille qu'il a essayé de modeler à son image, regardant la petite fille qu'il avait méprisée et la fille qu'il avait abandonnée. Son empire d'attente gisait en morceaux autour de lui. Il ne s'est pas excusé. Je ne m'y attendais pas. Les hommes comme mon père ne s'excusent pas, leur fierté ne le leur permet pas. Mais son silence en disait assez. La montre de Margaret, a-t-il finalement dit en pointant mon poignet d'un doigt tremblant. Tu la portes toujours. J'ai baissé les yeux sur la Timex rayée. Tous les jours. Il a hoché la tête une fois, sans rien dire de plus. Lily est venue se tenir à côté de moi, et j'ai pris sa main. 30 parents nous regardaient, certains avec honte, d'autres avec confusion, d'autres avec la prise de conscience naissante qu'ils avaient été du mauvais côté de l'histoire pendant 15 ans. Je ne suis pas venu ici pour me venger, ai-je dit, et ma voix a porté à travers le jardin silencieux. Je suis venu parce que ma fille me l'a demandé, et je suis resté parce que je voulais qu'elle voie quelque chose. Je me suis tourné vers Lily, puis de nouveau vers la foule. Je voulais qu'elle voie que le succès ne signifie pas devenir les gens qui vous ont blessés. Ça ne veut pas dire leur frotter le nez dans leurs erreurs ou les faire se sentir aussi petits qu'ils vous ont fait sentir. Pamela serrait son dossier contre sa poitrine, les larmes coulant toujours. Marcus s'était tellement retiré dans la haie qu'il en faisait presque partie.
Vincent et Barbara se tenaient figés comme des statues dans des vêtements de la saison passée. Ma fille a bâti une entreprise valant 200 millions de dollars, ai-je poursuivi. Elle aurait pu acheter toute cette propriété et expulser tout le monde. Elle aurait pu envoyer des avocats, faire des menaces, prendre ce qu'elle voulait. J'ai regardé Lily et mon cœur s'est gonflé de quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent, les hélicoptères ou le succès commercial. Au lieu de cela, elle a créé une fondation. Elle l'a nommée d'après la femme qui a cru en nous. Et elle a offert de l'aide aux personnes qui nous ont blessés, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que c'est ce qu'elle est. J'ai serré la main de ma fille. Je pensais que la famille signifiait tout encaisser. J'avais tort. La famille, ce sont ceux qui sont là pour vous, pas ceux qui partagent votre sang. Et le sang que nous partageons ne nous oblige pas à accepter les abus. Je me suis tourné vers l'hélicoptère. Au revoir, tout le monde. Je ne pense pas que nous nous reverrons. C'était il y a 6 mois. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après. Pamela a terminé le programme de certification en comptabilité. Elle a obtenu son diplôme, 3e de sa classe. Il s'avère que lorsqu'on enlève la cruauté et le sentiment de droit, il y avait une personne compétente enfouie en dessous. Elle travaille maintenant comme comptable pour un petit cabinet à Atlanta. Nous ne sommes pas proches. Je ne pense pas que nous le serons un jour, mais elle envoie une carte à Lily chaque Noël, merci pour la seconde chance que je ne méritais pas. Marcus n'a jamais accepté l'offre de Lily. Il vit toujours chez ses parents. Vincent et Barbara ont emménagé dans la maison de Harold après avoir vendu leur dernière propriété. D'après ce qu'Eleanor me dit, il passe la plupart de son temps à jouer à des jeux vidéo et à se plaindre que le système est truqué contre les gens intelligents. Certaines personnes ne peuvent apprendre que les leçons qu'elles sont prêtes à entendre. Vincent a déclaré faillite l'année dernière. La maison familiale est hypothéquée jusqu'au cou, et on parle de la vendre pour payer les factures médicales. La dynastie Dalton, 4 générations en devenir, se terminera par des paiements d'aide à la vie autonome et des disputes sur qui récupère les meubles. Mon père ne s'est jamais excusé. Pas ce jour-là, ni depuis. Eleanor dit qu'il parle encore de Marcus parfois, qu'il croit toujours que le garçon retrouvera sa voie. Certaines illusions sont trop confortables pour y renoncer. Mais il a cessé de parler de moi entièrement. Et étrangement, cela me semble suffisant. Quant à Lily et moi, elle m'a acheté une maison l'année dernière. Rien d'extravagant, 3 chambres, un jardin que j'ai maintenant le temps d'entretenir depuis que j'ai pris ma retraite anticipée, un Porsche avec une balancelle où je bois mon café tous les matins. Maman, a-t-elle dit en me donnant les clés, tu m'as tout donné. Laisse-moi te donner quelque chose en retour. Sur le mur de mon nouveau salon, il n'y a qu'une seule photographie, 2 femmes, mère et fille, moyenne et extraordinaire, toutes 2 souriantes. Ces jours-ci, ma vie est plus calme qu'elle ne l'a jamais été. Je me réveille sans réveil, ce que je n'ai pas pu faire pendant 25 ans de garde d'infirmière. Je m'occupe de mon jardin, où les tomates et le basilic poussent à côté de fleurs dont je ne connais pas le nom. Je lis des livres pour lesquels je n'ai jamais eu le temps. Je fais du bénévolat à l'hôpital 2 fois par semaine, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je le veux. Lily m'appelle tous les soirs, peu importe à quel point elle est occupée. Green Pass se prépare à une introduction en bourse l'année prochaine. Les projections disent que l'entreprise pourrait valoir un demi-milliard de dollars. Ma fille, la PDG. Ma fille, celle dont on disait qu'elle n'arriverait jamais à rien. Mais voici ce que je veux que vous compreniez, l'argent n'est pas ce qui compte. Le mois dernier, Eleanor Brennan est décédée paisiblement dans son sommeil. Elle avait 92 ans. À ses funérailles, j'ai trouvé une lettre qu'elle m'avait écrite il y a des années, glissée dans son testament. À l'intérieur se trouvait une autre lettre, celle-ci de l'écriture de ma grand-mère, datée de 3 mois avant sa mort. Ma chère Gina, lisait-on, au moment où tu liras ceci, je serai parti, et j'espère que tu auras prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort, y compris à toi-même. Ton père voit le monde à travers une lentille que je ne peux pas changer. Il a été élevé en croyant que les femmes sont des personnages secondaires dans les histoires des hommes. C'est sa tragédie, pas la tienne. Tu es l'héroïne de ta propre histoire. Lily aussi. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Tout mon amour, toujours, grand-mère Margaret. Je me suis assise dans mon jardin et j'ai pleuré pendant 1 heure. Pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. Ma grand-mère a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle a protégé ma fille avant même que ma fille n'existe. Et d'une manière ou d'une autre,
par-delà la barrière de la mort, elle a trouvé un moyen de me le dire une fois de plus. J'étais assez. Je l'avais toujours été. Alors, quelle est la leçon ici? J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que c'est ceci, vous ne pouvez pas forcer les gens à voir votre valeur. Vous ne pouvez que la vivre. Pendant des années, j'ai essayé de gagner l'approbation de mon père. J'ai excellé à l'école. J'ai bâti une carrière. J'ai élevé une fille seule. Rien de tout cela ne comptait pour lui, non pas parce que mes réalisations n'étaient pas réelles, mais parce que sa vision était brisée. Il ne pouvait pas voir ce qu'il avait décidé de ne pas chercher. J'ai gaspillé tellement d'énergie à essayer de me prouver à quelqu'un d'incapable d'être convaincu. Si vous regardez ceci, si vous avez été le négligé, le moyen, l'enfant qui ne correspondait jamais tout à fait au moule que votre famille voulait, je veux que vous sachiez quelque chose, leur aveuglement n'est pas votre échec. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui refusent de la voir. Elle ne l'a jamais été. Certaines personnes ne vous apprécieront que lorsque vous n'aurez plus besoin de leur validation, et d'ici là, leur opinion n'aura plus d'importance. Fixez vos limites. Protégez votre paix. Éloignez-vous des tables où vous n'êtes pas le bienvenu et construisez votre propre table à la place. Vous n'avez pas à leur prouver qu'ils ont tort, vous devez juste vous prouver que vous avez raison à vous-même. Ma grand-mère le savait. Lily l'a appris. Je l'apprends encore tous les jours dans mon jardin, avec mon café et ma montre Timex rayée. Certaines excuses n'arrivent jamais. Certaines familles ne changent jamais. Certains enfants chéris n'apprennent jamais à échouer. Et certains pères n'apprennent jamais à voir. Mais vous pouvez apprendre à laisser cela être leur perte, pas la vôtre. Lily a fait atterrir un hélicoptère sur la pelouse de mon père le mois dernier, mais la vraie victoire n'était pas l'hélicoptère, ni l'entreprise, ni l'argent. La vraie victoire, c'était de savoir, enfin, complètement, irrévocablement, que nous n'avions jamais eu besoin d'eux. Nous n'avions besoin que de nous. Avant de partir, je veux partager quelque chose qu'un thérapeute m'a dit un jour à propos de mon père. Harold n'est pas un monstre, a-t-elle dit. C'est un produit. Il a été élevé dans une génération qui enseignait aux hommes que leur valeur venait de l'héritage, des fils, des biens transmis, des noms de famille sur les bâtiments. Les filles étaient des investissements dans d'autres familles, les fils étaient des investissements en soi-même. Elle m'a aidé à comprendre que la cruauté de mon père n'était pas personnelle, c'était une programmation. 3 générations de patriarcat du Sud, distillées en un seul homme qui croyait sincèrement faire ce qui était juste pour la famille. Cette compréhension n'excuse pas ce qu'il a fait. Elle n'efface pas le crachat sur mon visage, ni les années de silence, ni la façon dont il regardait Lily comme si elle n'était rien. Mais elle l'explique. Et une explication m'a aidé à laisser aller la colère qui me rongeait de l'intérieur. Mon père mourra en croyant qu'il avait raison. Marcus passera probablement sa vie à blâmer tout le monde. Vincent continuera de courir après le succès qui lui échappe toujours. C'est leur histoire. Elle n'a pas à être la mienne. Si vous vous accrochez à la rage envers quelqu'un qui vous a blessé, un parent, un frère, une sœur, une famille qui vous a fait défaut, je veux que vous sachiez que vous avez le droit de laisser ça aller. Pas pour eux, pour vous. Porteur le poison de quelqu'un d'autre ne le punit pas, cela ne fait que vous brûler. C'est mon histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, j'aimerais entendre la vôtre. Laissez un commentaire ci-dessous ou cliquez simplement sur j'aime si vous n'êtes pas encore prêt à partager. Quoi qu'il en soit, vous comptez. Vous avez toujours compté. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description pour en trouver d'autres qui pourraient vous parler. Merci de m'avoir écouté. Vraiment. Mon nom est Gina Dalton. J'étais l'enfant de trop dans une famille qui ne valorisait que les fils.